Le discours eurosceptique en Europe, effectivement, ça a émergé, s'est consolidé dans la quasi-totalité des États membres aujourd'hui, mais se manifeste de manière assez différente. Parfois, ce sont des partis de la droite radicale, parfois des partis de la gauche radicale, parfois des partis traditionnels, et même dans certains pays, des partis séparatistes. La montée de cet euroscepticisme est nourrie généralement par plusieurs phénomènes, parmi lesquels on recense principalement, et au cœur, que ce soit pour la gauche radicale ou la droite radicale, la question de l'adaptation de la société à la mondialisation et l'adaptation de l'économie à la mondialisation. Et donc c'est vrai qu'il y a cette question de est-ce qu'il faut être plus protectionniste, moins protectionniste, plus d'État, moins d'État, qui touche la question européenne. Et donc on voit, peu importe les personnes qui manifestent un discours eurosceptique, cette question de la mondialisation pèse sur nous, nous change notre identité, change notre économie, change notre modèle social, et c'est une mauvaise chose, et l'Europe est porteuse de ce message de mondialisation. Le deuxième phénomène qui est plus valide pour les partis de la droite radicale, c'est la question de l'immigration. Effectivement, le fait que dans beaucoup d'États membres, la question de l'immigration est assez instrumentalisée par les partis traditionnels parfois, mais surtout de la droite radicale, à des fins politiques donc. C'est un sujet qui est relié très facilement à l'Europe, justement à cause de la liberté de circulation des personnes. Le Brexit va très clairement consolider ces discours eurosceptiques. Pourquoi? Parce que la plupart de ces partis vont pouvoir dire on peut sortir de l'Union européenne. Il faudra voir la manière dont on sort de l'Union européenne pour les Britanniques et la santé économique des Britanniques, mais le simple fait, le simple principe qu'on puisse sortir de l'Union européenne va donner un coup de boost à ces partis eurosceptiques. Parce que même si les Britanniques étaient restés dans l'Union européenne, ils auraient eu un statut spécial, encore plus spécial que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Donc c'est vrai que le Brexit va forcer un débat. Va forcer un débat dans tous les États membres parce que ces partis eurosceptiques vont vouloir alimenter le débat, ça c'est un fait. Et le deuxième, c'est parce que il y a de plus en plus de personnes qui disent on a atteint un point qui nécessite d'avoir un débat véritable sur l'avenir de l'Union européenne, le type d'unité européenne que l'on souhaite avoir, le type de politique que l'on souhaite développer au niveau européen. Et donc il va y avoir un débat qui va se passer. Peut-être même qu'il y aura des réformes rapides qui auront lieu, mais c'est vrai qu'à ce stade, il est très difficile de savoir la portée de ce débat. Est-ce que ce débat va être relativement superficiel et l'objectif sera principalement d'apporter une forme de réponse, mais pas forcément très ambitieuse, au Brexit, ou alors, et certains plaident pour aller dans cette direction, ou alors est-ce qu'on va plutôt faire un saut en avant, peut-être pas à 27, peut-être dans petits groupes, etc. Et donc là, on peut aborder plein de sujets, la politique fiscale, la politique sociale, la politique budgétaire, etc. Et là, pour le moment, c'est totalement inconnu. Il y a une chose qui est certaine, c'est que rien ne se passera de sérieux, du moins, avant les élections présidentielles françaises et les élections parlementaires allemandes de 2017. Un des problèmes majeurs qui devra forcément être traité à un moment ou à un autre, c'est le fait qu'une union à 27 fait qu'on a à peu près 27 intérêts nationaux différents sur à peu près tous les sujets. C'est bien sûr une simplification, mais aujourd'hui, quasiment aucun État membre n'a pas un intérêt spécifique sur un sujet très important, un sujet de politique nationale. Par exemple, la politique fiscale ou la politique sociale sont des sujets sur lesquels on trouve des divergences extrêmement fortes au sein de l'Union européenne. Donc se pose la question de la capacité de l'Union européenne et des pays européens à harmoniser leurs attentes par rapport à l'Union européenne.
Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à voir à ce stade. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a pu voir dans un projet qu'on a mené à l'IFRI en coopération avec 27 autres instituts de recherche en Europe, où on s'est rendu compte que finalement, eh bien, il faut un discours différent dans chaque État membre sur l'Union européenne, il faut des visions différentes sur l'Union européenne dans chaque État membre, ce qui pose la question de, mais finalement, qu'est-ce qu'on a encore de commun et qu'est-ce qu'on peut développer encore en commun? Et là, pour le coup, il risque d'y avoir beaucoup de divergences. Une certitude néanmoins, c'est que l'idée que, eh bien, parce qu'on n'arrive pas à avancer à 27, on va peut-être avancer en petits groupes et chacun dans son coin, on va essayer de penser aux politiques qu'on peut mettre en avant, ça risque de ne pas avoir une portée politique très forte et ça risque potentiellement d'être assez contre-productif. Parce qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, certes, tout le monde n'a pas la même ambition, mais personne n'a envie d'être exclu. Et donc il va falloir trouver un juste milieu entre l'inclusion parce que c'est nécessaire et éviter l'exclusion parce qu'on n'arrive pas à trouver de consensus ambitieux au niveau des 27. Et cet équilibre sera toujours très difficile à trouver. Et c'est pour ça qu'il faut entamer une discussion dès maintenant. Et il ne faut pas aller vers des solutions trop simples qui pourraient être à terme contre-productives et qui pourraient probablement d'ailleurs aliéner davantage les citoyens européens que les réunir autour d'un projet commun.